de Choc FM 105.1 et sur tous nos médias en audio et en vidéo. Une fois de plus dans cette émission Droit de réponse 105.1 avec ce soir un débat à l'honneur avec nos invités que je vais présenter autour de la table dans quelques instants. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de rejoindre également Nathalie Salmeron dans le studio d'à côté. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Nathalie, quel est le sujet du jour ? Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la liberté d'expression et on va s'intéresser, j'ai un petit chat dans la gorge, on va s'intéresser, à la question, est-ce qu'on peut rire de tout ? C'est bien ça. Alors, je rappelle que Droit de réponse 105.1, c'est une série d'émissions de quiz et de débats. Donc, aujourd'hui, plutôt un débat qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles lors de ces rencontres virtuelles ou parfois en studio, thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle, communautaire et un petit peu plus universelle. Ce soir, avec cette grande question, peut-on rire de tout avec nos invités qui sont étudiants qui viennent eh bien, de différentes origines et qu'on va tout de suite introduire pour cette question. Je commence par Ziad. Bonjour Ziad. Oui, bonjour, bonsoir. Mon nom, c'est Ziad Ben Haddad. Je réside à Montréal, d'origine algérienne. Merci Puis, Ziad d'être avec nous. Je crois que tu es étudiant à Seneca College, c'est ça? Exactement. Ici même à Toronto. Exact. Et en quelle spécialité est-ce que tu étudies? En journalisme. En journalisme, c'est formidable. On va parler de liberté d'expression en matière journalistique, certainement, médias. Ouais, exact. À tes côtés, j'ai le plaisir d'introduire Francis également avec nous ce soir. Bonjour Francis. Bonjour, bonjour. Bienvenue à toi. Tu es, je crois, également étudiant? Oui, je suis dans Seneca College aussi, en fashion business. Par contre, moi, je ne suis pas de journalisme, je suis en fashion business. Fashion business, ça c'est intéressant. Alors, tu étudies la mode. Ouais, le business de la mode, pour être plus précis. OK, business de la mode. J'imagine qu'il doit quand même y avoir des interactions avec les questions qu'on va aborder ce soir autour de la liberté d'expression. Peut-être qu'on pourra réfléchir ensemble sur l'image de la mode, le rôle de la mode dans cette liberté d'expression. Peut-être que vous avez suivi les actualités très récentes avec ces femmes iraniennes qui se sont coupées les cheveux en signe de protestation. Peut-être qu'on va pouvoir réfléchir à relier tout ça un petit peu. Pour co-animer cette émission, évidemment, Nathalie est avec nous et Nathalie va aussi nous partager certainement un certain nombre de ses réflexions sur la question, n'est-ce pas Nathalie? Tout à fait, exactement. Et on me connaît bien, je suis une grande pipelette, donc j'ai forcément plein de choses à dire tout le temps. Nathalie qui nous vient de France et je pense on ne pourra pas ne pas aborder peut-être les grandes questions de liberté d'expression qu'on a vu émerger dans la sphère médiatique il y a de cela 7 ans déjà, suite aux attentats du Bataclan, puis des attentats qui ont visé un journal satirique qui s'appelait Charlie Hebdo. Alors, avant de rentrer justement dans ces détails et de réfléchir ensemble, ma question pour vous, pour chacun d'entre vous, ce sera de savoir comment est-ce que vous allez définir cette liberté d'expression aujourd'hui. Qu'est-ce que ça recouvre dans votre tête? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté d'expression aujourd'hui? Je donne la parole à qui veut la prendre. Je pourrais commencer. Je dirais la liberté d'expression, c'est dire qu'est-ce qu'on pense, mais aussi il faut établir, je dirais, des barrières autour, genre là où on devrait respecter les autres, respecter la culture des autres, la religion, le respect en général, je dirais même. C'est ça la liberté d'expression, en mon opinion. Alors là, on est déjà dans le vif du sujet avec une définition déjà des limites. Ouais. Ça, c'est pas trop une liberté. Tu prends le pas sur les questions que je vais aborder un petit peu plus tard, là, c'est certain. Ouais. Et tu as parlé de respect, là, c'est une notion, je crois, très importante envers les cultures, envers les religions. On va voir ce qu'on peut rassembler effectivement autour de tout ça. Francis, tu partages un peu cette définition de la liberté d'expression? Oui, je partage la même définition. Je vais juste être un peu plus bref.
pour moi, la liberté d'expression, c'est, comment je peux l'expliquer? C'est le droit de tout un chacun de dire ce qu'il pense. En étant C'est plus ça. bref. Le droit de dire ce qu'on pense. Est-ce que d'après vous, ce droit, c'est le même partout dans le monde aujourd'hui? Ça devrait l'être, mais avec les réalités d'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ouais, il y a des grandes disparités. Nathalie, tu penses que la liberté d'expression n'est pas la même partout? Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a pas des pays où la liberté d'expression est prônée. Tu parlais tout à l'heure de l'Iran, on est en plein dedans. C'est vrai que même les médias sont très, très, très limités sur ce qu'ils peuvent dire. On a la chance, entre guillemets, au Canada, d'être dans un pays assez libre, où les gens sont en mesure de pouvoir s'exprimer plus ou moins librement sans avoir de représailles. Donc, je pense effectivement que cette liberté d'expression, je rejoins un petit peu ce que les garçons ont dit. Pour moi, en tout cas, la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir dire ce qu'on pense au moment où on le pense, tout en ayant je rejoins Ziad, cette notion de respect, cette notion de tolérance, parce que c'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense et qu'on prend cette carte en fait de liberté d'expression qu'on est amené à pouvoir dire tout et n'importe quoi non plus, parce qu'il y a un respect à avoir à travers nos dires en fait. Donc voilà, la liberté d'expression, pour moi, c'est ça, c'est le fait de pouvoir dire ce qu'on veut tout en respectant les cultures, la tolérance en fait qu'on a en face, pour les gens à qui on parle en face de soi. Mais pour revenir à ta question, effectivement, non, c'est pas pareil dans tous les pays du monde, malheureusement. Et ça dépend aussi de si on est une femme ou si on est un homme. Il y a des pays où malheureusement, en tant que femme, on n'a pas une voix qui porte de la même façon. Je pense à toutes ces Iraniennes, malheureusement, qui sont en Iran et qui ont dû avoir recours à se couper les cheveux, à brûler leur voile, à faire des choses qui sont limite extrêmes, peut-être qu'elles n'auraient peut-être pas fait il y a quelques temps, mais qui ont justement peut-être pour seul recours de se faire entendre de cette manière-là. Ouais, vous avez suivi cette affaire un petit peu iranienne ces derniers jours, Ziad et Francis. Quel est votre sentiment là-dessus? Moi, je dirais c'est sur ta question précédente, c'est genre la liberté d'expression, c'est pas respecté dans tout le monde. C'est pas juste à l'Iran, je dirais, tu vois, en Chine, là où on bloque les réseaux sociaux et toutes ces affaires-là, on a des différents algorithmes, genre à TikTok en Chine qu'aux États-Unis. Alors, c'est totalement différent. Je dirais, en Iran, c'est dur de demander de la liberté d'expression quand un régime de religion, je dirais pas islamique, je dirais juste un régime de religion en général, contrôle le pays. C'est dur de demander cela. Alors moi, j'ai fait mes petits devoirs avant de préparer un petit peu cette émission et je vais vous donner quelques notions là, qui vont peut-être vous aider, vous donner du grain à moudre autour de cette histoire des libertés d'expression en question. La notion, en fait, a été formalisée par les penseurs français d'origine, des Lumières au XVIIIe siècle, et c'est un droit qui est considéré comme une liberté fondamentale proclamée d'abord dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on connaît au moment de la Révolution française de 1789, et puis reprise par de très nombreux pays et organismes pan-nationaux, comme l'Assemblée générale des Nations unies, qui en fait une de ses libertés fondamentales, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies également, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou encore un organisme pan-national comme Amnesty International qui va veiller, et Ziad, j'imagine que tu connais Amnesty International si tu étudies le journalisme, c'est un organisme qui va vraiment essayer de veiller à ce que les libertés d'expression, notamment pour la presse, les libertés de la presse, soient toujours respectées partout à travers le monde, ce qui malheureusement est souvent difficile. Ouais, non, c'est clair. C'est dur de garder le même, je dirais, le même standard partout dans le monde. C'est dur de demander ça. Certains pays, comme tu vois, le Canada, je dirais la France, les États-Unis, tous ces pays-là, oui, on a de la liberté d'expression, mais aussi, on pourrait dire, même dans ces pays ou même dans les réseaux sociaux, cette liberté d'expression a ses limites. Si tu touches, je ne sais pas, si tu fais mal aux gens ou avec tes mots, il y a des façons là où on peut t'enlever cette liberté-là, je dirais.
Oui. Mais déjà en soi, quand tu as la parole à dire quelque chose, tu dois te ressaisir à dire ça, à ne pas dire certains trucs. Ouais. Donc là, c'est un automatisme d'un être humain, normalement. Ça doit l'être. Alors, si je comprends bien, là, ce que vous dites, c'est d'avoir conscience de ne pas heurter, de ne pas heurter la sensibilité ou de ne pas faire violence verbale, peut-être, à quelqu'un dans ses propos. C'est ça un peu la limite que vous définiriez de la liberté d'expression? En quelque sorte, ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, moi, je dirais oui, mais en vérité, est-ce que c'est vraiment de la liberté d'expression? Tu vois, tu vois, si tu mets des limites, est-ce que c'est vraiment de la liberté? Alors, Bon, ben, c'est une grande question. Il y a des pays qui ont une conception extrêmement ouverte de la liberté d'expression. On peut penser aux États-Unis, où parfois certains propos, y compris des propos qu'on peut qualifier de haineux, sont considérés comme légaux. Les gens ont le droit de dire ce qui leur passe par la tête. Et puis, évidemment, des pays à l'autre bout du spectre, comme l'Arabie saoudite ou la Corée du Nord, ou des pays comme ça, où là, le contrôle étatique, le contrôle religieux ou le contrôle politique, parfois militaire, va être extrêmement coercitif et va restreindre énormément cette liberté d'expression. Mais pour avancer un peu, alors on disait le Canada, comme beaucoup de pays développés, évidemment, se targue de prôner une liberté d'expression presque absolue. En tout cas, le Canada croit que la liberté d'expression est au cœur de l'individualité humaine et constitue l'un des fondements essentiels d'une société sûre et prospère. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement du Canada, qui rappelle que le droit de chacun d'avoir une opinion sans crainte d'ingérence et le droit à la liberté d'expression sont enchâssés dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et sont réaffirmés dans l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, ces droits comprennent la liberté de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toutes sortes, que ce soit sous forme orale, écrite ou imprimée, ou par tout autre moyen de son choix. Certaines restrictions sont admissibles, mais elles doivent être conformes au droit international en matière de droit à la personne. Alors là, on est vraiment dans du droit. Très concrètement, les limites qui sont souvent citées dans les recherches que j'ai pu faire, ce sont des limites qui touchent effectivement à des propos qui sont jugés ostensiblement haineux, xénophobes, ou à la remise en cause, par exemple, de certains faits historiques avérés, comme la Shoah, qui peut être, dans certains pays, plus que dans d'autres, on pense à l'Allemagne ou à Israël, par exemple, là, c'est passible de peines extrêmement graves de prison pour des gens qui remettent ça en cause. Ce n'est pas la même réalité, suivant les pays, évidemment, et suivant les contextes. Mais pour aller plus loin, pour ce que vous en ressentez dans votre quotidien, on a déjà pas mal abordé la question de l'Internet, des technologies, des médias sociaux. Et là, je pense que c'est intéressant de partir vers cet univers-là qu'on utilise tous, parce que on a tous été confrontés, je pense au moins une fois, à des situations où une conversation en ligne va dégénérer. On va avoir affaire à ce qu'on appelle des trolls, on va avoir affaire à des gens mal intentionnés qui, derrière un pseudo-anonymat, vont tenir des propos outranciers et parfois même avoir des conséquences néfastes pour la santé mentale des interlocuteurs, pour des gens qui sont derrière leur écran et qui vont mal vivre ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez ces expériences-là? Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Euh, Personnellement, moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec les trolls. En général, oui, tu pourrais dire que tout le monde a passé par là. Tu pourrais dire ça, mais je dirais même à ce point-là, je trouve pas que
le troll, c'est réel. En vérité, c'est tout virtuel. Certaines personnes le prennent plus mal que d'autres. Mais moi, personnellement, si toutes les expériences que j'ai eues, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas, si je vois pas, ça m'a pas touché. Genre, c'est différent. Je pense que c'est différent que quand on te le dit face à face, que quand on te dit ses propos face à face. Si on te le dit par l'Internet, à part si on va vraiment personnellement sur toi comme personne, je ne vois pas comment ça peut toucher la personne. Francis, tu as été directement dans une discussion comme ça qui a dégénéré, où tu as pu observer ces genres de comportements également en ligne? J'ai pu observer ce comportement chez d'autres personnes. Moi, personnellement, je suis une personne très calme en matière de débat. Et avant, quand j'étais à l'université Laurentienne, j'ai assisté à un débat. Ça parlait sur le racisme. Ça parlait Ouais. sur le... Et il y a un monsieur qui avait vraiment, vraiment dégénéré contre un de mes coéquipiers, parce que je fais du foot aussi, un de mes coéquipiers. Le monsieur avait vraiment dégénéré sur lui et il avait tellement perdu le contrôle de soi que c'était grave, c'était grave. Il y a eu même la police qui était venue. Mais après, j'ai eu un monsieur, il m'a donné plusieurs raisons pourquoi. Je lui ai dit, bon, OK, vous avez dit que le monsieur vous a parlé, mais si ça ne vous affecte pas personnellement, pourquoi réagir de la sorte? Selon moi, si un truc ne m'affecte pas personnellement, je ne vois pas pourquoi. Là, je reviens un peu dans le même avis que Ziad. Si ça ne me touche pas personnellement, je ne vois pas pourquoi j'aurais telle ou telle réaction par rapport à ça. Mais c'est réel, c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de maîtrise de soi. C'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est comme ça, c'est un peu ça. Moi, j'aurais une question pour vous, les garçons. Admettons que vous êtes témoin sur un réseau social, que ce soit un réseau social ouvert, donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou Twitter, par exemple, et que vous soyez, je ne sais pas, témoin de choses, enfin de messages ou de citations qui sont, par exemple, je ne sais pas, xénophobes, racistes ou quoi que ce soit. Est-ce que vous sentez, même si on ne vous touche pas personnellement, même si on ne dit pas Francis, toi, tu, Ziad, toi, tu, est-ce que vous vous sentez qu'à un moment donné, les limites dont on parlait tout à l'heure, c'est à quelqu'un de les rappeler? Par exemple, est-ce que toi, en tant que personne offensée, même si ce n'est pas directement adressé à toi, est-ce que tu te verrais dire, par contre, là, ce que tu dis, c'est pas correct? Ou est-ce que tu prends la tangente, on va dire, de se dire, ça fait partie d'un débat, c'est sur les réseaux sociaux, en soi, il n'y a pas mon nom là-dessus. Donc, en fait, en soi, le gars, il dit ce qu'il veut. Ah, dure question, hein. Ah, vas-y, on revient. Moi, je serais sur la lignée de la personne est sur les réseaux sociaux, il peut dire ce qu'il veut. Après, là, je le dis parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Si on est en face comme ça, il me dit ça, je ne sais pas la réaction que j'aurai. Là, je l'avoue. J'avoue. Alors, Par contre, ce que tu dis, c'est qu'il y a une sorte de séparation. Finalement, ça devient impersonnel, le réseau social. Ça devient un peu anonyme. en quelque sorte, oui, parce que je ne pense pas que la réaction qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur un débat avec une personne, ça sera la même réaction qu'on aura si la personne est en débat avec nous en face. Je ne pense pas que ça sera la même Pourquoi réaction. tu dis ça? Parce que justement, la personne, tu l'as en face et que tu réagirais peut-être plus, comment dire, avec instinct en face à face, parce que du coup, la personne est en face de toi et donc forcément, il y a un débat en live, donc forcément, tu te sens de réagir. Ou alors, parce que quand c'est virtuel, c'est comme Ziad disait tout à l'heure, les trolls, ça n'existe pas, le virtuel, c'est différent. En 50%, je dirais, parce que en virtuel, si par exemple, je perds le contrôle sur quelque chose, je pourrais me ressaisir facilement aussi. Vous savez, genre, je peux être là, tout m'énerve, je peux être là en mode, je me calme, tu vois, parce que je suis seul. Mais alors que la personne, si elle est en face de moi, je peux perdre le contrôle. Peut-être je prends un verre, je lui lance, par exemple. Je ne vais pas le faire, je ne dis pas que je vais le faire, mais ça peut arriver. Parce qu'il y a eu des politiciens, on a vu à la télé, moi, dans mon pays d'origine, il y a eu des débats, les politiciens sont battus en plein plateau. Et je ne pense pas qu'ils allaient le faire, ou bien ils allaient montrer cette attitude-là si c'était virtuellement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu dans ce sens. Je suis totalement d'accord. L'énergie est totalement différente quand c'est face à face. Quand c'est face à face, tu vois l'expression, juste tu le sens, c'est dans les airs. Donc, quand c'est
en ligne, puis genre, lui, il t'envoie des messages ou il t'envoie par sa voix. C'est tout protégé par un cellulaire, par un téléphone. Genre, à la fin de la journée, cette personne-là va être toujours plus confortable. La personne qui fait l'agression, qui t'insulte ou qui donne ces propos-là va toujours être plus confortable en arrière d'un téléphone. Parce qu'il n'y a rien. Il ne voit pas l'autre personne devant lui. Il ne voit pas sa réaction. Puis il ne craint pas pour sa sécurité déjà. Alors, il est plus confortable à dire qu'est-ce qu'il pense. So, quand il va dire qu'est-ce qu'il pense devant toi, c'est totalement différent. C'est quelqu'un qui... L'énergie, c'est juste différente. C'est juste totalement différent. Tu peux la bloquer quand c'est par téléphone. Voilà, simple. Alors, dire ce qu'on pense, c'est une chose, mais le point que je voulais aborder avec vous, c'est bien ce qu'on appelle ces trolls, ces gens qui vont, tu as parlé d'insultes, Ziad, et puis de respect un peu plus tôt, donc c'est vraiment de l'irrespect, et ça va parfois bien au-delà. On a parlé de racisme, de xénophobie, on peut parler de beaucoup d'autres types d'agressions lorsque l'on voit des commentaires parfois très rageurs sur un certain nombre d'interventions, de vidéos qu'on peut poster, de photos. Ce sont des choses qui parfois, malheureusement, ont des conséquences bien réelles dans la vie réelle. On ne compte plus le nombre de très jeunes filles qui, suite à des commentaires de gens inconnus pourtant, sur leurs photos, sur leur physique, ça a pu les pousser au suicide, ça a pu les pousser à des crises d'anorexie ou à des problèmes comme ça. Et sur des réseaux sociaux comme Twitter, par exemple, qui sont particulièrement, dont finalement le fond de commerce, c'est des débats un petit peu chauds. On a pu voir des choses se passer assez intéressantes. Alors, pour aller dans le concret, là, je vais prendre des gens qui sont dans la sphère médiatique et dont on a suivi certainement tous les pérégrinations. Commençons par Donald Trump, l'ancien président américain, qui était un fanatique de Twitter, qui l'utilisait à tort et à travers et qui finalement a été banni de Twitter. Ça a fait grand bruit, vous le savez. Il a même voulu ensuite lancer son propre réseau social aux États-Unis avec un succès assez mitigé, je crois. Est-ce que vous pensez que les dirigeants de Twitter ont eu raison de bannir Donald Trump de ce réseau social parce que il dérapait un petit peu trop, ou alors au nom de la liberté d'expression, on aurait dû le laisser continuer? Ben regarde, sur une personne comme lui, qui a le statut qu'il a, il est vérifié, il a le fameux check. Tout le monde va regarder ses tweets, tout le monde va regarder qu'est-ce qu'il dit. C'est l'ancien président. Il a un statut. Alors, ça va ramener de l'attention, tu comprends? Donc, n'importe qui, la personne de ton coin, au coin de ta rue, qui lance un tweet, qui insulte les gens, ça va prendre un peu plus de temps, je pense, pour que les gens voient ça. Il n'a pas l'audience que Donald Trump a. Donald Trump, je n'ai pas regardé combien de followers il a, mais il a probablement au-dessus de 5 millions, je penserais. Alors, pour une personne qui a... Il a plus de 170, il avait plus de 170 millions de followers sur Ben Twitter. voilà, tu vois, tu touches une audience beaucoup plus large que la personne de ton voisin qui lance un tweet qui insulte des gens. Alors, déjà, l'audience, elle joue un rôle. Alors, moi, si je suis un VP de Twitter et je regarde ce qu'il dit, c'est pas malgré que c'est la liberté d'expression existe, je veux pas qu'une personne avec autant une grande audience peut passer ces messages-là et que c'est correct qu'on lance des messages comme ça dans ma plateforme. Alors, je pense que le VP de Twitter, il a juste vu Donald Trump, il l'a pris comme exemple. Et je pense que c'était un bon exemple. Que même un ancien président qui ne peut pas être touché. Non, il peut être touché. OK. Donc, la liberté d'expression doit avoir des responsabilités et doit, en fonction peut-être de qui on est, en fonction de ce que l'on représente. Et puis, elle a quand même des limites, d'après ce que j'entends, d'après vous. Ouais, moi je dirais.
Ouais, c'est un peu ça. On va revenir encore sur les faits qu'on a donnés en définissant la liberté d'expression. C'est dire ce que l'on veut, mais tout en sachant nos limites. Et par rapport au statut de Donald Trump, il n'est pas vu comme nous tous. C'est l'ex-président des États-Unis, donc il est plus suivi que tout le monde. Du coup, quand on a vu que ces tweets commençaient à affecter le monde, commençaient à s'aimer un certain trouble autour des gens, il est considéré comme un semeur de trouble. Et quand tu es considéré comme un semeur de trouble, peu importe qui tu es, tu dois être légèrement sanctionné. Ok, alors dans la même veine, il y a quelques jours, le fameux milliardaire Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, si ce n'est l'homme le plus riche du monde, également fervent partisan d'une liberté d'expression absolue et en train d'essayer de racheter Twitter, a un petit peu bouleversé le cours du monde qui est déjà bien agité avec la guerre en Ukraine, en essayant de se poser comme un stratège diplomatique qu'il n'est pas, et a proposé un plan de paix en quelques mots sur Twitter, un plan de paix qui a été loin de faire l'unanimité parce qu'en quelque sorte, il se permettait de donner la Crimée occupée par la Russie à la Russie et une autre partie de l'Ukraine sans véritable contrepartie. Ça a été évidemment un tweet qui a suscité des réactions en chaîne et qui a été très commenté négativement, notamment par l'Europe et par l'Ukraine, qui jusque-là voyait en lui quelqu'un qui soutenait la cause de l'Ukraine. Il a été obligé même de s'excuser et de revenir un petit peu sur ses propos. Mais on voit quand même que, effectivement, quelqu'un qui a une audience gigantesque est capable, en quelques mots, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, peut-être de déclencher des hostilités, une guerre ou d'accentuer des problèmes, même si ce n'était pas du tout ça son objectif initial. Alors, ma question pour vous, c'est de savoir si, au-delà même du phénomène des trolls et des problèmes comme ça, les risques qui sont représentés dans les médias sociaux, on n'a pas encore parlé de la désinformation, mais on va y venir, les violences, le racisme, la xénophobie en tout genre, tous les outrages et ces problèmes-là de gens surexposés qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves lorsqu'ils ouvrent la bouche un petit peu trop vite sans réfléchir. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir quand même une sorte d'instance internationale qui freine un petit peu tout ça? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, c'est impossible? De mon côté, je pense que c'est impossible. C'est impossible de mettre... parce que c'est vraiment tu détermines des barrages vraiment... parce que ça varie d'une personne à l'autre, je dirais. C'est pour ça. Comme qui es-tu pour établir cette barrière? Non, à ce point-là, on arrête. À ce point-là, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Comme, qui es-tu? Genre, ça varie de personne en personne. Pour une autre personne, qu'est-ce que Elon Musk a dit? C'est totalement acceptable. Au niveau des États, ça peut être la justice des États, ça peut être la loi. Et là, mais au niveau international, comment faire? Là, du coup, on dira que la liberté d'expression n'existe plus. Exactement, exactement. Alors, la liberté d'expression n'existe pas. C'est pas le bon terme, c'est pas le bon nom. On ne devrait pas appeler ça la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression, pour vous, si je comprends bien, c'est un absolu maintenant. C'est quelque chose qui ne peut pas être limité. Ben, ça peut être limité, mais tu peux pas mettre des limites jusqu'à. Tu peux pas attacher la justice à la liberté d'expression à ce point-là. Comme tu peux, je pense, bloquer le message. Tu peux dire non, comme bloquer ce message, puis genre l'enlever de Twitter ou whatever. Mais sur le point où tu amènes la justice, tu contredis la Constitution, comme ils disent. Même pour ce qui est des points que j'ai soulevés un petit peu plus tôt, qui sont effectivement des contraintes légales que de ne pas remettre en cause, par exemple, la Shoah. Ça, c'est quelque chose qui, internationalement, et plus spécifiquement dans certains pays,
est appliqué, il est passible de sanctions pénales le fait de tenir des propos négationnistes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de ne pas reconnaître comme une réalité historique la Shoah. Ben, moi, je dirais, c'est pas. Tu peux pas limiter. C'est pas quelque chose. Parce que chacun a sa définition de la liberté d'expression, je dirais. Mais comme ça ne serait pas. Comme je dirais, ça serait juste pas la liberté d'expression. Tu peux pas mettre un organisme ou une règle ou n'importe quoi en charge de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Ça varie. À la fin de la journée, la liberté d'expression, c'est une opinion. Et les opinions varient de personne en personne. OK, point de vue intéressant. Nathalie, tu veux rajouter quelque chose sur ce dernier point avant de passer à une deuxième partie légèrement plus légère? Je voudrais aborder peut-être l'aspect humour. Ouais, je sais pas trop quoi penser en fait, parce que quand on écoute, parce que moi j'ai cette position un peu d'écoute, un peu de retrait, d'une question à l'autre, limite, ce que vous dites, les garçons, ça peut varier en fait, c'est assez subtil au début. Et j'ai l'impression en fait que là où ça se rejoint, c'est que pour vous, la liberté d'expression, elle tient sur le fait que on est libre de dire ce qu'on veut tant que personne en face, dont un organisme par exemple, nous met des barrières. Et c'est aux gens eux-mêmes de s'auto-censurer pour faire de leur liberté d'expression quelque chose de viable en fait. Parce que si par exemple sur Twitter on mettait, je ne sais pas, des gens qui étaient là à vérifier que rien ne soit misogyne, homophobe, raciste, enfin voilà, s'il y avait vraiment ce genre de choses avec des gens qui t'envoyaient Ce qui existe, je t'interromps Nathalie, oui, mais mais ils ne t'envoient pas d'amende. Ils ne te disent pas, bon, bah là, c'est 1000 $ parce que tu as dit quelque chose qui ne va pas. Non, mais ils sanctionnent, ils suppriment des comptes. Ils suppriment suppriment des massivement comptes. des comptes. Mais Ouais. rien ne t'empêche de recréer un compte avec du schmoll 14 et puis recommencer. Et puis le C'est lendemain, vrai. ce sera bidule truc 92. Enfin, je veux dire, voilà, au final, ils suppriment, certes, mais ça revient. Donc j'ai l'impression, en fait, que, en tout cas, selon ce que vous dites, les garçons, que pour vous, la liberté d'expression, elle tient sa fonction de liberté d'expression tant que personne n'est là pour modérer, entre guillemets, et c'est aux gens eux-mêmes de se modérer, si j'ai bien compris. En quelque sorte, je dirais oui. Ouais. Je suis dans la même longueur d'onde. Alors moi, j'ai une autre question à vous poser. On parlait de gens avec une grande audience. On parlait de Donald Trump qui s'est fait éjecter de Twitter parce que ce qu'il disait, c'était juste improbable. Elon Musk qui, pour le coup, ne se fera peut-être pas éjecter puisqu'il a injecté tellement d'argent dans Twitter qu'il a un petit peu les rênes en main, donc c'est un peu différent. Mais par exemple, je pense à une femme comme Kim Kardashian. Kim Kardashian, s'il y a bien quelqu'un qui a une audience dans ce monde, c'est Kim Kardashian. Le fait qu'elle ne dit pas grand-chose d'intéressant, on va dire, ou de très profond, mais l'image qu'elle porte, en tout cas sur les jeunes filles, je ne sais pas si vous vous baladez un petit peu dans les rues, moi j'ai l'impression de voir des clones depuis quelques années, des Kim Kardashian 1, 2, 12, 26, 32, 44, il y en a partout. Les mêmes cheveux, les mêmes tenues, les mêmes choses. Donc, est-ce que la liberté d'expression, des fois aussi, elle n'est pas dans juste le fait de... Comment expliquer ça avec des mots plus simples Est-ce que la liberté d'expression, c'est juste quand on s'exprime avec des mots ou le fait de poster des photos, de dire un peu aux gens à quoi ils devraient ressembler, de faire ça parce que c'est cool et faire l'inverse, ce serait nul. Est-ce que ça aussi, ce ne serait pas quelque chose qu'il faudrait limiter? Puisqu'on parlait tout à l'heure de jeunes femmes qui se retrouvent dans des situations catastrophiques parce qu'elles veulent, par exemple, ressembler à Kim Kardashian, elles vont mettre des photos sur leur réseau et elles vont recevoir une pluie d'insultes en leur disant « mais tu te prends pour qui ?» ou machin. Et elles, après, se sentent affectées parce que d'un côté, sur les réseaux, elles voient que des femmes comme ça, mais elles, quand elles essayent de faire comme elles se font insulter. Donc, par exemple, est-ce que ça, pour vous, c'est une liberté d'expression quelque part? Je pense sur l'apparence, c'est subjectif. C'est genre, tu ne peux pas mettre une limite sur ça parce que je ne veux pas être responsable pour qu'est-ce qu'une personne, si elle pense qu'elle devrait apparaître comme ça. Je ne pense pas que je devrais limiter ça. Ça, c'est vraiment subjectif. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire non, j'ai pas envie de ressembler à Kim Kardashian. Mais si tu vas pour les mots puis des insultes, ça, c'est différent. Ça, c'est quelque chose qui touche parce que les mots peuvent faire mal à quelqu'un. Mais le look, avoir l'air de quelqu'un, ressembler à quelqu'un, ça, c'est totalement subjectif. Pas tout le monde veut ressembler à Kim Kardashian.
Grâce à Dieu, Dieu merci d'ailleurs. Mais voilà, par exemple, tu disais sur les insultes, c'était différent. Admettons, je ne sais pas si c'est le cas, tu as une petite sœur. Ta petite sœur, elle se fait insulter sur les réseaux sociaux Ouais. par des trolls ou par des personnes qui assument les insultes, qui disent avec leur vrai nom, leur vrai prénom. Comment tu réagirais? Est-ce que tu dirais ils sont derrière un écran, ça ne t'affecte pas? Ou est-ce que tu ferais attention justement que sa santé mentale ne soit pas trop affectée, qu'elle ne se sente pas justement victimisée par les propos des gens? Ben déjà, je demanderais, je dirais à elle, déjà, c'est en arrière d'un écran. So, il n'a pas, je ne veux pas dire des mauvais mots, mais il n'a pas les couilles de le dire devant toi. So, genre, mais s'il le fait, ben, ça demande une réaction totalement différente. Donc, l'émotion en tant que telle, ben, je la demanderais si ça l'a affecté, mais j'essaierais de la convaincre, pas de la convaincre, mais de la conseiller que tout ça, c'est virtuel. Tant qu'il te le dit devant toi, tu ne devrais pas le prendre réellement. Alors que si les mêmes choses étaient dites en face, avec les mêmes mots, parce que la liberté d'expression, qu'elle soit virtuelle ou en face, on parle de la même chose. Donc, admettons les mêmes insultes en face, là, aurait une autre réaction que les mêmes choses signées de la même personne, on va dire, en virtuel. Ouais, ouais, parce que l'énergie est totalement différente. Bien Si que les tu mots ne le as... soient pas. Les mots sont pareils, mais l'énergie pour toi est différente. Ouais, parce que c'est de face à face. Quand tu es en arrière d'un écran, la personne qui fait les insultes est automatiquement plus confortable parce que la personne n'est pas devant elle. Elle est sécure. Elle peut pas être attaquée. So, elle n'a pas de problème à donner ses insultes. Mais quand c'est devant toi, puis tu fais ces insultes, là, c'est une différente énergie. Là, tu demandes une énergie, comme la même énergie sans retourner. Je sais pas. C'est de la façon que je le vois. Après, si ces insultes font du sens, ça peut te faire réagir d'une certaine manière parce qu'il y a des personnes. Je prends un exemple, par exemple, une personne qui souffre d'un handicap, genre poste une photo et les gens l'insultent par rapport à ça. C'est réel, la personne a un handicap et par rapport à ça, vous lui attaquez par rapport à ça. Là, c'est clair que ça va affecter la personne et la personne, même les personnes autour de la personne vont réagir différemment. Et si, par exemple, la personne est bien dans son coin, bien dans sa bulle, bien dans sa tenue, vous l'insultez. Après, supposons, moi, j'ai ma petite sœur, elle est bien dans sa tenue, elle est correcte, et on dit, va, ta tenue, tu veux ressembler à tel, à tel, à tel, à tel. Moi, je vais lui remonter le moral en disant, mais tous ces gens-là, moi, j'ai l'impression qu'ils t'envient, en fait. Parce que la tenue que tu as mis, ça te va comme tel. Supposons qu'ils disent que tu ressembles à tel, tel, tel. C'est leurs yeux, donc ça ne te fait rien. Alors que si, par exemple, ma soeur ou ma cousine, whatever, est en position de handicap, supposons peut-être qu'elle a un pied coupé et elle fait une photo, par exemple, un peu bizarre, et les gens se moquent de son pied coupé. Là, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'elle sera affectée. Peu importe le nombre de fois, on va lui remonter le moral, ça va passer, mais la pilule sera difficile à avaler. Mais justement, Francis, là, on touche du doigt quelque chose. Est-ce que ça veut dire que là, cette liberté d'expression, elle va affecter profondément quelqu'un? Est-ce que le législateur ou les organismes qui gèrent les réseaux sociaux, par exemple Twitter, qu'on signalait tout à l'heure, ou Facebook et autres, est-ce que quelqu'un, en tout cas, devrait prendre la responsabilité de bloquer, d'interdire, d'empêcher ce type de comportements qui peuvent être très nuisibles? Si ce cas arrivait chez un des nôtres, on dira oui. Parce qu'on dira, voilà, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est whatever. Mais après, avec un œil artistique, si la personne n'est pas, soi-disant, influençable, on ne va pas bloquer tel pour plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est triste, c'est une triste réalité, mais ça sera ainsi. Alors, juste pour clore cette boucle, et puis après, on va passer à l'aspect plus léger, j'avais deux petits points. Le premier, c'était un texte un petit extrait que je vais vous lire, que j'ai trouvé aussi sur le site du gouvernement, qui indique que les principales limites à la liberté d'expression dans les pays démocratiques, donc c'est assez général, relèvent de deux catégories. Et là, on parle de limites qui vont être punies par la loi. La diffamation, vous pouvez faire un procès en diffamation, et l'injure.
quelqu'un vous injurie, vous avez le droit de vous défendre. D'autre part, les propos qui appellent à la haine, qui rassemblent notamment l'apologie de crimes contre l'humanité, les propos antisémites, les propos racistes ou homophobes, d'autre part, sont punis également par la loi. Donc, il y a bien quand même, d'après la loi, dans certains pays comme le Canada, des limites légales à la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas absolue dans notre pays. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, on a parlé de Donald Trump, mais on n'a pas tellement parlé d'un des termes qu'il utilisait beaucoup, les fake news et de la désinformation en ligne. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, pour faire simple, on a le droit de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux notamment? Est-ce qu'on a le droit de raconter que la Terre est plate? Est-ce qu'on a le droit de raconter que Dieu est je ne sais pas quoi ou que Donald Trump est le fils caché de je ne sais pas qui? Est-ce qu'on peut comme ça se répandre en mensonges, en ineptie, sans conséquence? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les médias sociaux, chacun croit ce qu'il croit, mais c'est préférablement que avec ces faits-là que tu vas dire, tu dois revenir avec des sources ou des preuves que ce que tu dis fait du sens. Parce que c'est bien que tu dis ce que tu penses, mais ils sont où les preuves? Elle est où la logique? Parce que je peux dire les cochons, ça vole, mais j'ai aucune preuve. Tu comprends ça? À la fin de la journée, une personne peut parler dans le vide. Cette personne-là va juste parler dans le vide et les gens vont juste l'ignorer. Et je pense que ça, c'est un comportement normal chez un humain. Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait le fou ou qui dit n'importe quoi, tu vas juste l'ignorer. Tu vas dire, ah, il dit n'importe quoi, va là-bas. Mais si cette personne-là vient avec des faits et elle donne ses propos, ça peut clencher, je dirais, comme un débat entre plusieurs personnes et tout. Et ça peut faire des bruits dans ces médias sociaux. Je dirais ça. Mais alors, on peut manipuler des photos, des vidéos, il y a le phénomène du deepfake. On parlait de Donald Trump encore une fois, je reviens sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 et le fait qu'il ait nié avoir perdu l'élection et continue de le nier, bien que toutes les preuves réelles soient contre lui. Tout ça aujourd'hui fait, et je ne parle même pas de ce qu'on appelle QAnon aux États-Unis, le mouvement existe même au Canada, ce mouvement complotiste qui pense que une certaine partie de la population sont des pédophiles sataniques qui boivent le sang des enfants et je ne sais quelle bêtise, mais qui est quand même aujourd'hui une croyance partagée par des millions de personnes à travers le monde et qui continue de se répandre sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, les conséquences peuvent être tragiques parfois. Qu'est-ce qu'on fait pour encadrer un peu tout ça? Juste avant que Francis il saute dedans, parce que je parle beaucoup là, mais juste dire que Instagram a si tu vois dans certaines stories, pour certains, je dirais certaines choses, genre comme si quelqu'un poste une story, genre comme sur la guerre, sur une guerre à un certain pays, des fois, Instagram va dire que ce post-là c'est de la fausse information. Alors, techniquement, tu pourrais dire que certains de ces médias sociaux déjà ont des systèmes là où ils vérifient ces fake news en tant que telles, mais je dirais aussi les personnes qui vont prouver leurs propos avec des fake news ou des fausses informations, les autres personnes aussi doivent prouver que ces preuves-là, ces sources-là sont fausses. Alors, je pense que ça vient des deux bords. Après, il y a des gens qui racontent des fausses news juste pour tirer l'attention des gens. On voit ça de nos jours. On voit ça de nos jours. Des gens qui racontent des faux trucs juste pour attirer l'attention des gens. Moi, je rebondis justement sur ce que vous dites, les garçons. Pendant notamment le Covid, en fait, il y a eu vraiment tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, avec des gens qui se sont limite
autoproclamé gourou ou quelque chose comme ça, d'une nouvelle mouvance avec des choses. Et en fait, quand tout à l'heure, Zia, tu disais, il faut encore pouvoir les prouver, mais ces gens-là sont très, très forts, en fait. Ces gens-là, c'est limite du lavage de cerveau. Ils s'autoproclament chefs de je ne sais quoi, et ils s'auto-proclament et ils s'auto-font des petits documents que si tu leur demandes, ah ouais, mais c'est quelle source, ils t'envoient leurs trucs qu'ils ont concocté maison, en fait. Et moi, je l'ai vu énormément sur les réseaux sociaux pendant le Covid, pendant la période où on était tous paniqués, où on ne savait pas où on allait, enfin, ce qu'on allait devenir, en fait. Vraiment ce tout début de période. Et il y a beaucoup de gens qui ont foncé là-dedans et qui se sont dit, vu qu'on n'en sait rien, vu qu'il n'y a pas de recherche encore, que c'est un truc nouveau qui est en train de nous tomber dessus, tout et n'importe quoi peut être avalé. On parlait de pilule tout à l'heure, là, la pilule a été très large. Parce qu'il y en a qui ont même été jusqu'à demander aux gens de couper leur passeport, de couper leur pièce d'identité, que ça servait à rien, que dans le futur, on allait tous être avec des puces sous la peau et que si, et que, ils avaient trouvé. C'est très facile au final. On prend un truc qui sort de nulle part, on le mélange avec un autre truc qui sort de nulle part et on en fait un vrai document officiel. On met juste un petit logo, une petite signature histoire de rendre ça super crédible. Et au final, voilà le document de référence en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, comme tu disais Francis, qui sont peut-être plus influençables que les autres, qui boivent ces paroles-là. Et au final, cette personne au début, elle est toute seule dans son délire. Elle va commencer à avoir 1, 2, 3, 10 pèlerins, 20 pèlerins, des 150 millions de personnes, des fois, qui vont suivre une vidéo qui est aberrante. Et tu disais tout à l'heure, des fois, on va se dire, ah, mais c'est ce qu'il dit, c'est débile, c'est un imbécile, on laisse de côté. Tu laisses de côté parce que tu as suffisamment de matière grise et que tu t'en sers suffisamment bien pour comprendre la limite de la bêtise. Mais les gens qui sont un peu faibles, ou un peu jeunes, ou qui sont moyen, un petit peu sur le fil et qui ont des idées un peu extrémistes et qui trouvent d'un coup quelqu'un qui partage les mêmes idées débiles que lui, et ben, ils plongent en fait. Et du coup, bah, ce petit gars qui faisait peut-être même ça pour rire à la base, et bah, il s'est pris au sérieux. Et puis, bah, il y a 15 gars qui se sont mis à sa cause, et puis qui relaient, et puis qui machin. Et au final, d'un petit grain, on en fait une grosse boule de neige, en fait. Et ça peut arriver très, très vite. Et la morale, évidemment, c'est, tu le disais, Ziad, puisque tu es en études de journalisme, tu le sais très bien, vérifiez vos sources et allez vers des sources sûres, les plus sûres possibles en tout cas, même si il est certain que parfois, dans des situations extrêmes comme la Covid à son début, les sources sont presque inexistantes. Il faut toujours essayer avant d'avaler une information, de réfléchir à s'il n'y a pas une intention derrière, qui la donne, essayer de comprendre dans quel cadre, dans quelles circonstances et pourquoi. Alors pour finir sur une note un peu plus légère, le sous-titre de cette émission, Droit de réponse 105.1 aujourd'hui, peut-on rire de tout? C'est une phrase célèbre de l'humoriste français Pierre Desproges qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette assertion? Ça dit tout. Ça dit totalement tout parce que certaines jokes, certaines blagues ne vont jamais, ça varie de personne en personne. Comme les propos qu'on parlait tantôt, des propos que tu peux dire en ligne, que ça peut toucher de personne en personne. Certaines jokes peuvent toucher différemment ces personnes-là. Moi, j'admire l'humour en anglais, ils disent dark humor, l'humour noir, je dirais. Ouais. Alors, j'adore ce type d'humour, mais certaines personnes, je connais certaines personnes qui ne pourraient même pas, qui seront très offensées juste en étant en présence de ça. Et justement, on entend souvent en tout cas, certaines personnes se plaindre qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, que le moindre propos va être jugé offensant par certains groupes, par certaines communautés. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas ou est-ce que pas forcément? Ben, pour moi, je dis ça, je vais être simple. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est clair. Surtout si tu es un humoriste, déjà de base. Moi, j'admire les humoristes. J'admire la comédie. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu vas faire mal à quelques personnes, que ça soit vrai ou non, qui l'ont mal pris. Ça varie de personne en personne comment ils prennent la blague ou en général. Moi, je dirais c'est ça.
j'irais plus loin que la question de Guillaume. J'irais même, est-ce que, pour justement ne heurter personne, il faut être soi-même, faire part d'une communauté pour pouvoir attaquer avec l'humour une certaine communauté. Par exemple, quelqu'un qui est gay, lesbienne, transsexuel, peu importe, uniquement peut faire des blagues sur cette communauté pour pas être perçu comme quelqu'un qui a des messages de haine. Pareil pour un Maghrébin, pour un Haïtien, un Chinois ou quelque chose comme ça. Est-ce que le fait de faire part de cette communauté qu'on attaque, entre guillemets, c'est OK dans ce cas-là, puisqu'on en fait part nous-mêmes? Par exemple, moi, je suis d'origine française, j'ai des origines maghrébines. Bah, du coup, je me dis, bah, je peux faire des blagues sur la communauté maghrébine et française parce que c'est chez moi. Est-ce que je peux le faire ou est-ce que c'est toujours aussi mal vu? Intéressant ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Francis? Moi, je pense que c'est mieux de faire ce genre de blague quand tu es dans le domaine toi-même, dans le sens où, euh, supposons moi, par exemple, moi, j'ai aucun rapport avec les Maghrébins, whatever, j'ai aucune origine là-bas. Je me sens pas, je me sens pas prêt à aller faire une blague par rapport à ça sur eux. C'est un peu ce que je veux dire. Alors que je me sens proche de l'Afrique noire, je me sens proche de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et tout. Je pourrais faire une blague sur eux. Et nous, pas moi, mais je connais des gens de ma communauté qui ne supportent pas les blagues venant d'un Maghrébin, par exemple. Ils ne supportent pas ça. On a vu ça même à la CAN, au match Algérie contre Sénégal. Il y a eu des rumeurs qui étaient des rumeurs bêtes, en fait. L'Algérie a perdu. Il y avait des joueurs algériens, des grands joueurs internationaux qui disaient clairement que non, les Sénégalais, ils ont fait de gris-gris. Mais poto, tu ne vas pas me dire ça. Le ballon, c'est le ballon. Tu joues, tu perds, tu perds. Vous voyez un peu cette histoire-là. C'était un peu comme de la blague, mais c'est quelque chose qui était très, très, très intéressant à suivre parce que non seulement ils n'ont pas supporté la défaite, mais ils ont pu sortir des propos éloignés, en fait. Alors que si un Sénégalais, par exemple, avait dit à son ami sénégalais en mode, il y a eu des gris sur ça, il allait le prendre normal. Mais vu que c'est venu d'un Algérien, d'un Maghrébin, ils ont pris super mal. Super mal. J'ai même des amis. Donc, on en vient à dire que si tu ne fais pas partie de la communauté en tant que telle, c'est moins bien vu. En tout cas, ça peut être plus Ouais, facilement mal pris, ou en tout cas, que quelqu'un qui va le dire dans sa communauté à quelqu'un qui est de sa communauté, entre yeah. guillemets, des private jokes, comme on dit en anglais, entre deux personnes qui se comprennent. Voilà, c'est un peu ça. C'est normal, ouais. Donc, dans l'humour, dans les sketchs, mais aussi, on peut penser à plein de formes de culture, dans le rap, dans les films, dans les dessins. Ça voudrait dire que les gens qui ne font pas partie d'une communauté ne devraient pas se permettre de se moquer, d'essayer de faire rire sur d'autres communautés. C'est ce que vous pensez? Ils peuvent essayer, mais pas, genre, pas à 100%. Parce que je veux dire, ils peuvent Le essayer, faire genre, avec des pincettes. voilà. Qu'est-ce qui est acceptable? C'est où est la limite, d'après vous? Alors, c'est très difficile de la définir, cette limite. Cette limite, certes, elle est difficile à définir, mais facile à comprendre. Dans le sens où je vais faire une blague à un Maghrébin, une blague générale, par exemple, des joueurs maghrébins de la France. Une blague générale. Mais je ne vais pas faire une blague à un Maghrébin des trucs qui se passent là, genre là au Maroc, au Mali, enfin au Maroc, en Algérie, à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand je parle de la généralité maghrébienne française, en général, ça passe normal. Mais quand j'entre en profondeur sur l'Algérie ou whatever, ça part, désolé pour le mot, ça part en couille. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Peut-être que je n'ai pas les mots exacts, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Zia, tu as un mot à ajouter pour finir sur ce point? Moi, je pense que c'est une question d'énergie. C'est une question de quand tu donnes ces blagues-là, genre pour des races opposées ou comme quelqu'un qui ne ressemble pas à toi, tu dois montrer aussi que c'est une intention juste pour taquiner. C'est une question juste pour faire rire. C'est une question, il y a de l'amour dans cette blague. Malgré que la blague, c'est pour faire rire. Je ne sais pas comment la personne devrait le prendre. Mais c'est comme je t'ai dit, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Surtout un humoriste. Un humoriste, la majorité de ses blagues viennent de ses expériences ou de ce qu'il a vu. Alors, à la fin de la journée, est-ce
est-ce qu'il a fait ça sur des stéréotypes et tout ça? Non, et techniquement, il a vu ça. C'est vraiment une question, moi, je pense, ça dépend de l'énergie. Si tu penses sur ta blague, l'énergie, tu sens le racisme ou tu sens le stéréotype, ouais, là, maintenant, tu as un argument pour attaquer l'humoriste. Mais si je suis un humoriste puis je fais une joke sur l'Afrique ou sur les Asiatiques ou sur n'importe qui et tu sens l'amour, tu sens quelque chose, c'est juste it's a joke, c'est pour le fun, je pense que tout est good. Tu ne peux pas contrôler tout le monde, c'est juste, il faut l'accepter. Plus sur la forme que le fond, en fait. Le fond peut être, peu importe, on peut dire ce qu'on veut, mais tant que la forme est bien amenée et qu'après on dit, en fait, en gros, on tape et on met du miel juste après, ça irait. Ouais, c'est aussi comme quand tu attaques plusieurs personnes vont dire que Dave Chappelle va faire des blagues homophobes, mais si tu écoutes le ton de sa voix, il y a de l'amour pour ces personnes. Tu sens qu'il n'y a pas de haine de Dave Chappelle envers les gays, le LGBTQ. Genre, tu sens qu'il n'y a pas de haine. Tu sens que c'est juste... Tu le sens, mais est-ce que les membres de la communauté LGBT, pour le coup, le sentent, par exemple, tu vois? Au final, on en revient toujours à cette limite et c'est limite la sensibilité des gens, en fait, aussi. C'est là, comme j'ai dit, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Certaines personnes le prennent mal, it is what it is, life goes on. Je pense que ce sont les mots de la fin, là, Ziad. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, en effet, et la liberté d'expression doit quand même avoir un certain nombre j'allais dire, moi, ce que je retiens, c'est que la personne qui parle doit toujours avoir en tête l'énergie qu'elle transmet, pour reprendre tes mots, ou peut-être le contexte, les circonstances. Un humoriste sur scène fait des blagues, c'est son métier, donc les blagues peuvent être mal prises peut-être, mais l'intention n'est pas forcément de heurter les sensibilités, les cultures, les religions, etc. On a parlé de respect, je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir tous en tête, évidemment. Et puis il y a une expression qui dit, pour terminer, qui aime bien châtie bien, et on pensait aussi à ça lorsqu'il s'agit d'humour. Comme tu disais, si derrière il y a de l'amour, on peut parfois tenter de provoquer, de choquer, de caricaturer, simplement pour faire rire, simplement pour faire réfléchir. En tout cas, ça a été très intéressant comme débat. Je vous remercie d'avoir participé. J'espère que vous avez pris du plaisir et que ça vous a fait réfléchir aussi sur la question. Certainement, certainement. Merci beaucoup d'avoir participé, Ziad, Francis, Nathalie. C'était Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 pour l'émission Droit de réponse 105.1, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.